Nous allons reprendre cette journée. Nous avons tout de suite une intervention de Hugo Topalov de Bellastock qui va justement nous faire un point sur le cadre assurantiel. Le titre de son intervention, c'est le défi du cadre assurantiel et on a vu que c'est un sujet qui était important. Hugo, bonjour. Tu nous entends? Oui. Très bien, bonjour. Je vais te laisser te présenter. J'ai vu qu'il y avait dans ta présentation un petit temps pour ça, où tu vas expliquer les actions de Bellastock. On t'écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup au CAUE pour cette invitation. Donc voilà, moi je suis Hugo Topalov, architecte et ingénieur de formation et membre de la coopérative Bellastock. Et je vais vous parler aujourd'hui voilà, de la question des assurances dans les pratiques de réemploi des matériaux qui ont déjà été abordées ce matin, hein, parce que moi je vous suis depuis mon appartement depuis ce matin. D'ailleurs, je suis un peu jaloux vu le cadre assez magnifique dans lequel a lieu cet événement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je regrette de ne pas avoir pu vous rejoindre. Donc voilà, ce sujet, voilà, il provoque beaucoup d'interrogations, beaucoup de mécompréhension, et il nécessite voilà, d'être clarifié et mis en perspective avec aussi le futur, parce qu'il y a encore des points d'interrogation qui se posent sur le devenir en fait de ce cadre assurantiel. Je vais essayer d'être voilà, concis et précis un maximum et après on pourra avoir une session d'échange évidemment pour répondre à vos questions et avancer. D'où je vous parle? Je vous parle depuis la coopérative Bellastock. Donc en 2 mots, hein, la coopérative Bellastock, elle est implantée à Paris et à Marseille. Elle emploie actuellement à peu près 18 équivalents temps plein, et elle travaille donc sur le réemploi des matériaux de construction depuis, plus de 10 ans maintenant, à travers 4 métiers principaux. Le premier, c'est, la fonction de bureau d'études ou de conseil, en AMO ou en bureau d'études au sein des équipes de maîtrise d'œuvre. La deuxième casquette, c'est la conception architecturale, puisqu'on est, principalement tous formés à l'architecture à Bellastock, donc on est architecte. La troisième, c'est la recherche, qui nous, permet de faire avancer tout simplement les connaissances sur le sujet et les méthodes et faire rentrer de plus en plus de matériaux dans le champ de l'expérimentation et de la construction. Et puis ensuite, la dernière jambe sur laquelle on tient, qui est la formation et la sensibilisation, qui est un petit peu un point d'honneur pour nous et aussi qui fabrique notre ADN dans le sens où on a vocation et pour ambition de vraiment transmettre un maximum au fur et à mesure qu'on acquiert des connaissances sur ce sujet qui est pas si nouveau que ça finalement, en tout cas pas pour tout le monde, mais qui nécessite vraiment, je pense, de faire l'objet d'une diffusion la plus large et efficace possible si on veut que ça prenne, quoi. Alors, pour ce qui est des assurances, les interrogations fréquentes, elles ont un petit peu émergé ce matin, en gros, voilà, c'est un peu toujours les mêmes. Comment est-ce que je peux faire assurer mon projet de réemploi? On verra ça. Comment est-ce que, le fait d'utiliser des matériaux de réemploi dans un projet, peut être plus risqué qu'une méthode classique? C'est une question. Qui est responsable évidemment en cas de sinistre? Et il se trouve qu'aujourd'hui, la pratique étant plus ou moins nouvelle, on a encore peu de retours d'expérience sur les sinistres, hein, dans les ouvrages de réemploi, il faut le dire. Et une autre question qui revient souvent, c'est: est-ce que le réemploi est carrément interdit? Alors on essaiera de brosser tout ça en détail évidemment, pendant la présentation. Alors pour commencer, je voulais juste revenir sur un point principal, c'est de quoi on parle? De quelle assurance finalement on parle, quand on s'intéresse à l'assurance dans le réemploi? La première, c'est l'assurance décennale, que je pense que vous connaissez tous. Donc elle est obligatoire depuis 1978, hein, c'est la loi Spinetta pour les constructeurs. Les constructeurs, c'est les architectes, c'est les maîtres d'œuvre de manière générale, c'est les entreprises de travaux, les bureaux d'études, c'est aussi les bureaux de contrôle qui sont obligés d'avoir une assurance décennale. Donc cette assurance décennale, elle couvre voilà, les dommages de nature décennale, donc qui sont relatifs à la stabilité des ouvrages et à la solidité et à l'impropriété à destination. Le pendant de cette assurance décennale, côté maîtrise d'ouvrage, c'est l'assurance dommage ouvrage, qui est elle aussi obligatoire, qui couvre les dommages de nature décennale aussi, et dont le but est d'indemniser rapidement, hein, voilà, le propriétaire des ouvrages, comme vous le savez certainement.
On parle aussi, ça c'est la fin du slide, souvent d'assurance décennale sur les produits de construction qui sont fournis et vendus, mais en fait ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas d'assurance décennale aujourd'hui sur la fourniture de produits neufs ou de réemploi. On parle de garantie produit, ce qui est pas du tout la même chose et qui inclut, des choses qui sont très précises, on pourrait y revenir. Il se trouve que dans les faits, cette garantie produit, dans les sinistres, hein, tous sinistres confondus, hors réemploi, on va très rarement la chercher. Ça, c'est quelque chose d'important quand même à avoir en tête quand on réfléchit au réemploi, pour finalement pas demander au réemploi, ce qu'on ne demande pas en fait, aux matériaux neufs, habituellement. Donc ça, c'est les assurances dans la construction. Une autre clarification que je voulais faire pour commencer, et on en a déjà parlé ce matin ensemble, c'est la clarification entre les règles à gauche, donc la loi, et les normes à droite, qui se mettent en place dans le cadre contractuel, dans le cadre d'un contrat, donc qui sont sur base volontaire. Ce qui est à gauche, la règle, la loi, il est évidemment pas question d'y déroger. Et il n'y a aucun projet de réemploi aujourd'hui qui y déroge. La loi, c'est évidemment les questions de sécurité incendie, c'est les questions de réglementation thermique, les questions d'acoustique, de sismique, qu'on va retrouver voilà, dans le code de la construction, dans le code de l'urbanisme. Ça, c'est évidemment pas envisageable d'y déroger. Par contre, le cadre contractuel aujourd'hui, donc qui est relatif aux normes, et ben aujourd'hui, il se trouve qu'il est pas ou peu ou pas encore adapté au réemploi. Et c'est finalement ce cadre auquel on va devoir déroger, en tout cas aujourd'hui, si on veut mettre en place des matériaux de réemploi. Donc les normes, hein, vous connaissez tous, c'est les BTU par exemple, c'est les règles professionnelles et tout un corpus en fait de référentiels qui fabriquent voilà notre cadre normatif qui est assez abondant en France, il se trouve. Et effectivement, il y a que à peu près 1% de ce cadre normatif qui est réglementaire, donc qui figure dans la loi, mais c'est tout. Donc c'est voilà ce cadre normatif qu'on va interroger. Qu'est-ce que se dit un assureur quand vous intégrez des matériaux de réemploi dans un projet? J'ai synthétisé en 2 points, mais franchement, c'est l'essentiel. Le premier point, c'est que les caractéristiques techniques des matériaux de réemploi et notamment leur aptitude à l'emploi, on parle d'aptitude à l'emploi, dans un nouvel ouvrage, a priori, on ne les connaît pas, a priori, donc il va falloir les démontrer. Et le deuxième point, c'est que le réemploi, forcément, il va modifier la chaîne de responsabilité classique, puisque le matériau qu'on va utiliser, on ne peut plus lui identifier l'équivalent d'un fabricant ou d'un fournisseur, comme on le fait traditionnellement. Donc, il va falloir se demander un petit peu comment est-ce qu'on peut substituer ce fabricant par autre chose et comment cette responsabilité du fabricant va être répartie à travers la chaîne d'acteurs. Mais disons que ce deuxième point, il est important, mais il est un peu plus marginal. L'essentiel de la question des assurances dans le réemploi, c'est vraiment comment est-ce qu'on va prouver que les matériaux remplissent les exigences de performance qui sont demandées dans les nouveaux ouvrages. Il y a une instance qui se nomme l'Agence Qualité Construction, qui regroupe principalement des acteurs de la maîtrise du risque, hein, donc des fédérations d'assureurs, des assureurs, des bureaux de contrôle, etc. Et qui, en fait, a la légitimité pour faire le tri parmi toutes les pratiques qui existent dans la construction entre ce qui va relever des techniques courantes. Et les techniques courantes, elles seront automatiquement insérées dans votre contrat d'assurance, automatiquement. Et ce qui relève des techniques non courantes, qui, elles, ne sont pas automatiquement intégrées dans votre contrat. Donc, dans les techniques courantes, on va retrouver les DTU, on va retrouver les règles professionnelles, on va retrouver aussi des avis techniques qui ont reçu un avis favorable de cette fameuse agence qualité construction à travers une commission qui s'appelle la commission prévention produits, que vous voyez au milieu. C'est vraiment le filtre hein, qui va classer en fait les techniques. Et dans les techniques non courantes, on va retrouver tout un tas de choses, dont le réemploi. Puisqu'aujourd'hui, les assureurs considèrent que le réemploi fait partie des techniques non courantes. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le réemploi aujourd'hui est considéré par une technique non courante par les assureurs, mais que cette technique non courante, elle est évidemment assurable, mais cependant, la couverture de cette technique, elle n'est pas automatiquement insérée dans le contrat et il va falloir la discuter au cas par cas. Donc, en gros, chantier par chantier, pour chaque contrat. C'est un petit peu
voilà, l'état actuel de la situation sur cette question, c'est que le réemploi et les assurances, aujourd'hui, c'est encore du cas par cas et les contrats se regardent chantier par chantier. Ce qui ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de sous, mais ça, on le verra après. Donc la question, c'est finalement comment est-ce qu'on va évaluer les risques qui sont liés au réemploi pour justement déterminer les termes de ce contrat d'assurance. Ça, c'est l'objectif. L'outil qu'on utilise classiquement dans tous les projets, c'est assez simple, hein. En fait, c'est un petit référentiel technique qui est sur mesure et qui va apporter les preuves que chaque matériau remplit l'aptitude à l'emploi qui lui est désignée. Ce référentiel technique, il peut être fabriqué par un AMO-réemploi, il peut être fabriqué par un bureau d'études au sein de la maîtrise d'œuvre, il peut être fabriqué par l'architecte lui-même, il peut même être fabriqué par des bureaux de contrôle, il y a des cas où ça arrive. En tout cas, c'est quelque chose en général qui doit être co-construit et qui permet donc d'apporter ces preuves-là pour que les assureurs puissent étudier le projet de réemploi et l'insérer dans le contrat d'assurance, mais aussi que le bureau de contrôle puisse réaliser sa mission de contrôle technique et remettre un rapport de contrôle technique initial et final que, évidemment, on espère valide pour les questions de réemploi. Donc l'outil, c'est ça, c'est un petit référentiel technique. Je vais vous donner quelques exemples après, mais c'est vraiment ça le principe. Un petit constat quand même important que la filière des acteurs du réemploi fait hein, depuis que on commence à parler de cette pratique ensemble, c'est qu'en fait, l'utilisation de matériaux de réemploi n'est pas plus risquée que l'utilisation de matériaux neufs si et seulement si c'est bien cadré et s'il y a des compétences pour encadrer le projet de réemploi. Encore une fois, ces compétences, je vous les montrais, elles peuvent être au sein elles peuvent être prises en charge par plusieurs acteurs du projet. Donc le réemploi, a priori, ne présente pas plus de risques. Il y a vraiment une question sur la nécessité de rassembler des retours d'expérience et que les assureurs se fabriquent aussi des bases de données de sinistres dans le temps pour démontrer ça, si vous voulez, côté assureur par les faits. Mais on ne va pas évidemment attendre 10, 15, 20 ans d'avoir des bases de données assez fiables pour continuer ce qu'on fait déjà très bien, à savoir intégrer des matériaux de réemploi et stimuler les pratiques qui sont de plus en plus répandues et efficaces, quoi. Mais c'est un enjeu pour le futur. Petit exemple par rapport à ce protocole technique d'assurance. Donc là, on est sur un chantier de réemploi à Paris, à la Maison des Canaux. Vous voyez le processus de réemploi qui a été suivi de la gauche vers la droite. Donc on a réemployé une charpente métallique qui a été extrait à partir d'un bâtiment source qui était voisin, démonté, trié soigneusement en pied du chantier, puis amené dans l'atelier de l'artisan, donc le charpentier métallique, pour être réinstallé dans un ouvrage qu'on voit à droite pardon, de l'écran, qui est en fait une terrasse extérieure qui va accueillir du public. Donc il y a une structure hein, de terrasse extérieure et de toiture qui va accueillir du public dans le cadre d'un ERP. Donc si vous voulez, on est dans un cas vraiment où voilà, toutes les contraintes, on pourrait dire, en termes de réglementation, de sécurité, et d'usage sont les plus élevés. Et donc, les modes de preuve qu'on a utilisés dans cet exemple pour montrer que l'ouvrage en réemploi ne présentait pas plus de risques, vous les avez en bas de l'écran, c'est retrouver des informations existantes sur les matériaux sources. Donc ça peut se faire quand elles sont disponibles, évidemment, ces informations via des documents d'ouvrage exécutés ou via des fiches techniques de matériaux. Ça apporte des informations, là en l'occurrence dans notre cas, sur la nuance des aciers. Donc en gros sur les caractéristiques techniques d'origine des matériaux. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on utilise dans beaucoup de projets, hein. C'est la mise en place de mesures compensatoires. Ça a été abordé ce matin. Donc là, on a juste surdimensionné avec le charpentier métallique la charpente de réemploi d'environ 10%, si ma mémoire est bonne. J'en profite pour dire que ce surdimensionnement, finalement, il n'est pas excessif par rapport, si on le compare par exemple aux surdimensionnements qui sont d'ores et déjà utilisés dans la construction neuve et notamment pour la filière béton. Ça, peut-être que les bureaux d'études structure ou les gens compétents comprendront de quoi je parle. Mais tous les ouvrages qui nous entourent, ils sont déjà surdimensionnés depuis très longtemps avec les Eurocodes. Donc un petit surdimensionnement. Très important, c'est le troisième point, des contrôles visuels dans toutes les phases du réemploi, depuis la dépose en passant par le transport, la transformation et la mise en œuvre, pour faire un tri et écarter les éléments
qui ne seraient pas aptes au réemploi. Donc ça, c'est des éléments pour la charpente métallique qui vont être rouillés, qui vont être déformés, qui vont être fatigués. On parle de fatigue des aciers et qui sont réalisés par le charpentier qui a un savoir-faire, de charpentier qui manipule le métal au quotidien. Et là, en plus, il se trouve que pour la filière métal, tous les charpentiers métalliques vous diront que travailler avec des matériaux de seconde main, c'est à peu près exactement pareil que travailler avec des matériaux, avec des profilés standards neufs. Et du coup, grâce à ces modes de preuve, dans ce projet, on n'a pas eu besoin d'effectuer des tests en laboratoire parce que et le bureau de contrôle et les assureurs, à la vue de ce dossier et de ces modes de preuve qui ont été réalisés par les différents acteurs, ne l'ont pas exigé. Donc même dans des contextes, voilà, je vous ai montré cet exemple pour illustrer que voilà, même dans des contextes qui sont méga exigeants, où on manipule de la structure et qu'on accueille du public, on peut voilà, ne pas avoir recours nécessairement à des tests très poussés et très coûteux du coup dans des laboratoires d'essai. Évidemment, ça dépend des cas, c'est à prendre avec mesure et avec un recul critique, hein, puisque là, on avait des conditions qui étaient favorables, puisqu'on avait de l'information existante, on avait des compétences dans le groupement de conception et dans des compétences chez l'entreprise. Et après aussi, voilà, il faut dire qu'il y avait un contexte avec un maître d'ouvrage qui était assez moteur et engagé sur la question. Un deuxième exemple, là, de détournement d'usage, c'est pour ça que je vous le montre. Cette fois, on est à Stein, dans la ville de Stein, et on est allé chercher des menuiseries bois simple vitrage dans des bâtiments de logements sociaux qui étaient réhabilités thermiquement pour fabriquer, c'est ce que vous voyez en bas à droite de l'écran, la façade bioclimatique d'une ferme urbaine. Donc, c'est le siège d'une coopérative qui s'appelle Novaedia. Et donc, vous avez voilà, à peu près 400 fenêtres qui ont été démontées soigneusement, préparées en atelier et puis remis en œuvre dans cette façade calpinée en tant que peau bioclimatique. Qu'est-ce qu'on a apporté comme mode de preuve cette fois pour démontrer que les matériaux allaient faire le job? Là, on est dans le cas d'une façade qui a peu d'exigences sur le plan thermique, puisqu'on n'avait pas besoin d'avoir une température régulée à l'intérieur, on était hors gel. Donc ça, voilà, ça fait partie du projet. Par contre, on a eu des questions de sécurité par rapport au vitrage. Donc les vitrages simples ne sont pas sécurites, hein, pour ceux qui ont déjà fait face à ce genre de questions. Donc là, voilà, la solution qui a été choisie, elle est assez simple. On applique un film plastique transparent sur le vitrage. Comme ça, en cas de bris, les éléments, ils n'éclatent pas et ils mettent pas en danger les personnes. Pour les questions d'étanchéité à l'eau, parce que cette façade fait l'étanchéité à l'eau, là, on a juste suivi les détails d'assemblage qui étaient préconisés dans les DTU pour les façades de ce type. Et on l'a exécuté aussi de la meilleure façon possible. Donc ça a été accepté. Et pour la question de la durabilité des bois, ce qui peut être aussi lié en fait à la maîtrise du risque. Et là, en fait, on a fait une reconnaissance d'essence, un décloutage et une préparation complète des bois, sans faire de traitement, puisque les bois d'origine le permettaient. C'est des bois exotiques en fait, hein, qui sont très stables. Et ça a permis voilà, d'attester finalement la durabilité dans le temps des bois qu'on allait mettre en place, évidemment, par rapport à des bois neufs qu'on aurait mis sinon. Donc on est toujours dans des comparaisons qui sont relatives quand on parle de réemploi. D'autres exemples que je voulais vous montrer parce qu'ils sont très importants, ils sont amenés à se développer de plus en plus, c'est en fait toute la filière de fournisseurs professionnels de matériaux qui se développe sur tous les territoires. Que nous, Bellastock, on a documenté et qu'on continue à documenter à travers un annuaire en ligne qui s'appelle Opalis et qui démontre aussi finalement quels sont les modes de preuve utilisés par les reconditionneurs de matériaux pour fiabiliser leurs produits. Je vous en ai mis quelques exemples. Voilà, il y a les cuvettes de WC. Je vous ai mis cet exemple parce qu'il est assez drôle finalement parce que est-ce que quand on se pose la question collectivement de en quoi est-ce qu'une cuvette de WC de réemploi présente un risque particulier, voilà, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais pour avoir un petit peu réfléchi au sujet et travaillé avec pas mal d'acteurs là-dessus, une cuvette de réemploi, c'est une cuvette de réemploi. Et en termes de risque, elle n'est pas plus risquée qu'une cuvette neuve. Donc là, on est vraiment dans des exemples où il n'y a rien à vérifier en termes de performance, à part la qualité des émails. Donc ça se teste très facilement avec du bleu de méthylène et évidemment des contrôles visuels voilà, pour regarder s'il y a des fissures, notamment au niveau des canalisations, parce que c'est là où on va avoir des points de faiblesse. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et si vous avez des entreprises compétentes
qui suivent ces préconisations, il n'y a aucune raison que votre cuvette de WC, elle présente un risque supplémentaire. Évidemment, il y a des questions esthétiques qu'on va se poser sur la cuvette de WC, mais là, qui n'ont rien à voir avec les performances normatives et qui vont être, voilà, à quel point un maître d'ouvrage, un usager et un concepteur est prêt à s'accommoder de quelques petits défauts qui sont liés au réemploi. Ça peut être des micros éclats ici et là, ça peut être des différences dans la teinte de l'émail qui sont dues au passage du temps. Mais ça, c'est une autre question quoi, qui est important d'avoir en tête, mais qui ne relève pas directement de notre sujet assurantiel. Le deuxième exemple, c'est les radiateurs en fonte. Ça, c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, il y a déjà des entreprises qui sont actives dans le reconditionnement de ces éléments depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, en fait, bien avant qu'on parle de réemploi. Et là, voilà, un radiateur, c'est quand même un produit de construction qui nécessite des exigences assez poussées, surtout en termes d'étanchéité. Parce que si vous avez un problème d'étanchéité de radiateur, là, on est d'accord qu'il y a un risque qui est là et qu'il faut bien contrôler. Donc, ces entreprises, voilà, elles ont l'habitude de en fait, mettre sous pression tous les éléments pour faire des tests d'étanchéité de 3 à 5 bars, ça dépend un petit peu des domaines d'emploi, et de remettre en peinture ces radiateurs avec une couche d'anticorrosion qui va bien, une peinture de finition, pour fournir des produits finalement qui vont se présenter sur votre chantier comme se présenteraient des matériaux neufs, c'est-à-dire qui ont été complètement contrôlés en atelier et pour lequel la question de la maîtrise des risques est hyper limitée puisqu'elle a été prise en charge par le fournisseur lui-même. Ça, c'est un exemple intéressant. Les briques de façade, voilà, c'est des matériaux structurels, un petit peu comme la charpente que je vous présentais tout à l'heure, mais les briques, elles font l'objet de savoir-faire qui sont extrêmement développés depuis assez longtemps. Donc il y a des techniques artisanales assez classiques qui consistent à faire entrechoquer les briques entre elles pour vérifier la porosité des briques, ou des contrôles visuels évidemment pour détecter les fissures une fois que les mortiers ont été décrottés. Et du coup, ça, les briques structurelles, c'est vrai que dans pas mal de projets, on est amené à faire des essais en laboratoire si on les utilise en structure, puisque sur les questions de compression, sur les questions de tenue structurelle tout simplement ou de gélévité, et là, vraiment, c'est des performances qu'on peut avoir en faisant des premiers tests visuels simples, mais pour en avoir la certitude et pour fiabiliser le projet et pour que tout le monde ait confiance dedans, on s'autorise de faire des essais en laboratoire finalement, parce qu'ils ne vont pas coûter si cher au regard de l'enveloppe globale qui est dédiée au projet. Et ils vont être largement amortis par le reste des opérations. Et puis à droite, voilà un autre exemple, c'est les faux planchers techniques. Ça, c'est des matériaux qui commencent à rentrer massivement dans la filière des revendeurs puisqu'ils sont extrêmement standardisés, très homogènes. Et donc, fabriquer des chaînes de reconditionnement, ça s'y prête bien. Et là, voilà, les différents revendeurs, ils vont vérifier aussi à travers des essais les performances qui sont nécessaires pour des faux planchers techniques. Donc, c'est la rupture à la charge, c'est les performances au feu et l'acoustique principalement, quoi. Mais voilà, il faut toujours mesurer la pertinence de réaliser des essais par rapport forcément au volume de matériaux que vous allez commander et mettre en œuvre. Et pas hésiter à abandonner des pistes si le risque est trop élevé et vous impose de faire des essais alors que vous avez trop peu de matériaux et pas assez de moyens pour les réaliser, quoi. Donc il y a évidemment des arbitrages à faire pour sélectionner très en amont du projet avec la personne compétente les matériaux qui iront jusqu'au bout finalement. Voilà, donc la méthode, elle est résumée là, pour démontrer l'aptitude à l'emploi des matériaux. C'est identifier ce qu'on doit vérifier. Parce que c'est important à préciser, parce qu'on va évidemment pas vérifier des performances qu'on n'a pas besoin de vérifier. 2, collecter les informations qui existent déjà pour vérifier cette performance. Souvent, on a beaucoup de surprises par rapport à la qualité des informations qu'on peut trouver avec un tout petit peu de recherche. C'est les DOE, c'est les fiches techniques, c'est les archives, etc. 3, déterminer les modes d'évaluation, donc les fameux modes de preuve, qui vont de trucs très simples, je vous l'ai montré, diagnostic visuel, jusqu'à des trucs beaucoup plus compliqués, d'essais en laboratoire. Et ensuite, 4, faire réaliser ces modes de preuve sur le chantier. Le quand, il est aussi important parce que ça peut avoir lieu en fait à différentes phases du projet. Ça peut avoir lieu avant même la dépose. Par exemple, vérifier les caractéristiques de béton de déconstruction avant la dépose, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. On est sur des projets particuliers. Pour le second œuvre, on ne va pas du tout être dans des modes de vérification pendant les phases de diagnostic. Ça peut se faire après la déconstruction et évidemment après le reconditionnement du matériau avant qu'il soit posé, quoi.
Je vous ai mis un petit lien, et puis il y en aura d'autres dans la présentation, vous verrez, vers un guide qu'on a rédigé, Bellastock, avec les partenaires du projet européen FCRBE, qui détaille ça de façon un peu plus précise et beaucoup plus opérationnelle, et que vous pouvez consulter voilà, à la suite de cette journée pour commencer à mettre ça en œuvre très concrètement dans vos projets. Mais globalement, il reprend le contenu de la présentation que j'ai fait aujourd'hui. Là, je vous ai parlé de l'assurance avec un prisme très technique qui concerne la vérification des performances des matériaux, mais il y a évidemment des recommandations plus générales qu'on peut faire pour qu'un projet de réemploi fonctionne sur le plan assurantiel. La première chose, et je pense que ceux qui ont déjà confronté le sujet le savent, c'est prévenir son assureur. Et ça, j'insiste là-dessus parce que souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des craintes à prévenir leur assureur parce qu'ils évaluent un risque qui est hyper élevé. C'est le cas des entreprises de travaux notamment. Alors qu'en fait, quand ils préviennent leur assureur, on se rend compte que finalement, avec ce qui a été mis en place au sein du projet en termes de maîtrise des risques, le risque, il est évalué très bas, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'assureur, le plus tard vous le prévenez et le plus il va euh, pas être, enfin, le moins il va s'emparer du sujet et le plus il va freiner parce que en fait, l'assureur, il a besoin, voilà, dès les phases d'études, ne serait-ce que d'avoir la liste des matériaux que vous comptez mettre en œuvre, et avant ça, juste l'information que vous allez avoir un chantier avec du réemploi, avant même de commencer les études. Et franchement, par expérience, il y a peu d'informations à transmettre, mais ça vaut le coup. Plus largement, embarquer l'assureur, mais aussi tous les acteurs du projet. Donc, ce que je vous ai dit, ça vaut pour le bureau de contrôle, évidemment, et pour les entreprises, une fois qu'elles sont connues, donc au moment de l'établissement du marché de travaux. Donc ça, voilà, le guide que je vous ai, auquel j'ai fait référence, il explicite assez clairement comment insérer dans les marchés de travaux les éléments qui sont, et les clauses qui sont liées aux questions d'assurance. Mais globalement, voilà, ce qu'il faut demander à l'entreprise, c'est d'être assuré pour le réemploi dans sa décennale. Ça commence par une attestation de l'assureur et après une étude plus poussée du contenu du projet. Troisième point très important pour que ça fonctionne, c'est une évidence, mais s'accompagner des compétences de réemploi. Ça a déjà été dit. Elles peuvent se situer chez plusieurs acteurs. Ce n'est pas forcément un AMO, ce n'est pas forcément un bureau d'études spécialisé. Ça peut être l'architecte. Et on espère, ou en tout cas, il y a fort à penser que plus le temps va passer et plus les architectes seront compétents pour prendre ça eux-mêmes en charge. Avec évidemment les questions de rémunération qu'on a abordées tout à l'heure. Et puis, quatrième point, si on dézoome un petit peu à l'échelle de la filière, voilà, c'est simple, il faut partager les bonnes pratiques et il faut partager les retours d'expérience, pas que pour la question des assurances, mais en particulier. Et plus on le fera, et le plus on pourra se rassurer tous et fiabiliser aussi chaque procédé de réemploi pour l'ensemble des matériaux et pour l'ensemble des contextes qu'on peut rencontrer. Donc, je vous mets un deuxième lien, pas un deuxième loin comme c'est écrit sur le slide, vers un document qu'on a produit toujours dans le cadre du projet européen que je vous ai cité, qui a en fait rassemblé une douzaine de cas de retour d'expérience qu'on a passé au peigne fin dans plein de contextes différents, et où on a regardé vraiment, on a fait le focus sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place en termes d'assurance. Donc, je pense que c'est assez intéressant que vous vous y référiez parce que ça brosse beaucoup de contextes avec des échelles de projets qui sont assez variées, des matériaux évidemment, des types de matériaux qui sont assez variés, et ça donne, voilà, ça incarne de manière un peu plus concrète comment certains acteurs ont réussi à gérer la question avec une diversité finalement de solutions, hein, vous verrez. Il y a un petit webinaire de restitution aussi que j'ai animé avec mes collègues en synthèse. Alors, la bonne nouvelle, et je vais bientôt finir, c'est qu'on ne part pas de rien pour penser à ces sujets et élaborer ces fameux protocoles techniques et ces modes de preuve. Il y a beaucoup de documentation qui existe, et je vous fais un inventaire des principales. La première, c'est un ensemble de 36 fiches techniques matériaux qui ont été élaborées toujours dans le cadre du projet européen FCRBE et qui vous donnent de façon assez précise l'ensemble des choses à prendre en compte pour envisager la dépose, le reconditionnement et la remise en œuvre d'un grand panel de matériaux, et qui listent notamment les caractéristiques exigées pour faire valider la question assurantielle pour chacun de ces matériaux. Donc ça, c'est une première source. Vous avez un deuxième projet qui a été mené par la Fondation Bâtiment Énergie, il est fini maintenant,
qui a produit 8 guides méthodologiques avec le même objectif, donc sur les matériaux que vous voyez s'afficher à gauche. Une troisième initiative qui est en cours du CSTB avec d'autres partenaires qui consiste à, pareil, avancer sur les questions de protocoles techniques de validation des performances sur 10 familles de matériaux que vous voyez là. C'est assez varié, il y a du second œuvre, il y a des charpentes, il y a des bardages. Des référentiels sur le réemploi des bétons. Donc ça, c'est Bellastock, nous, qui l'avons produit dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Repart, hein, qui s'est écoulé de 2012 à 2018. Donc vous avez 2 référentiels techniques pour du mur porteur en béton et non porteur, et des aménagements de sol avec des dalles de béton ou des fragments en béton en pose opus incertum. Donc il est assez complet. Il a été visé par des bureaux de contrôle. Et voilà, donc ça c'est quand même juste pour vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne part pas de rien et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont partagées et qui existent. Et moi, je vous invite forcément à vous appuyer là-dessus si vous avez besoin, évidemment, parce que je suis sûr qu'il y a déjà plein de maîtres d'œuvre qui ont déjà fabriqué leur propre expertise en interne et leur protocole, mais c'est vraiment des sources intéressantes. Et je finirai sur cette slide pour un petit peu ouvrir aussi le débat, si on en a le temps, sur le futur de l'assurance pour le réemploi. Et après, là, je vous donne ma position, qui engage évidemment que Bellastock, mais qui, je pense, qui est partagée par d'autres personnes, qui est de dire, on est conscient qu'il y a une nécessité de sortir partiellement du cas par cas, parce que c'est a priori à cette seule condition qu'on pourra généraliser la pratique. Mais la systématisation du réemploi, elle peut avoir, ou la systématisation des procédés, elle peut avoir des inconvénients. Nous, on en a listé plusieurs, et à vrai dire, on discute en fait de ces sujets au sein du syndicat des acteurs du réemploi, dans lequel Bellastock, on a le privilège de siéger, on est membre du directoire, donc c'est vraiment un sujet qui est à chaud en ce moment et qui est en cours de réflexion, donc il y a encore beaucoup de questions. Mais ce qu'on voudrait porter, alors là, je mets ma casquette plutôt de syndicaliste du coup, mais c'est le fait qu'il faut créer forcément des référentiels communs, des référentiels techniques qui sont communs, mais le danger, c'est que ces référentiels ne doivent pas imposer un cadre qui soit trop contraignant, parce que trop rigide et trop difficile à suivre pour l'ensemble des acteurs du réemploi qui œuvrent déjà au réemploi et qui le font bien, et qui n'auront pas forcément les moyens à la fois financiers et techniques qu'ont des plus grosses entreprises pour développer de la R&D et s'adapter à des textes qui seraient trop contraignants en fait. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les pratiques de réemploi, elles sont assez diverses. Il y a une filière qui se développe autour des ateliers de reconditionnement qui vont en gros assurer toutes les étapes et vous fournir un projet à la fin qui est prêt à la pose et qui a été testé. Ça, c'est très bien, il faut que ça continue. Mais à côté, il y a d'autres pratiques. Il y a le réemploi sur site, il y a le réemploi de chantier à chantier, il y a le réemploi avec des détournements d'usage, il y a le réemploi en gros avec des matériaux qui ne passent pas nécessairement par des centres de reconditionnement, ou en tout cas qui y passent, mais seulement pour être stockés et pas forcément pour subir toute une batterie de tests. Et ça, tous ces cas-là, il faut les considérer aussi, parce que si on écrit des textes qui sont trop contraignants, on va en fait freiner des choses hyper intéressantes qui se développent déjà et qui sont nécessaires. Et le troisième point, évidemment, c'est de se baser sur ce qui existe déjà et sur les savoir-faire et les techniques qui sont utilisées d'ores et déjà par les entreprises existantes et sur les besoins en fait concrets et réels de ces entreprises, plutôt que une approche qui serait trop top-down par le haut et qui ne prendrait pas assez en compte la réalité et les besoins du terrain. Et le dernier point, bon, ça c'est un petit peu subversif, mais il faut quand même faire preuve de bon sens de manière générale quand on réfléchit aux assurances et au réemploi. Et je trouve que c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce qu'apporte la pratique du réemploi au métier de l'architecture, de la conception et du bâtiment de manière générale, c'est que ça nous réinvite à nous mettre autour de la table et collectivement se reposer des questions de bon sens sur c'est quoi une poutre en bois, c'est quoi un bloc de pierre et qu'est-ce que je lui demande. Et effectivement, quand les matériaux ils sont là, c'est le cas du réemploi, ils sont souvent présents en fait dans les projets, contrairement aux projets classiques en neuf. Et ça permet de se poser ces questions et d'avancer tous ensemble. J'ai associé évidemment toute cette question du futur des assurances avec une image d'usine à gaz du 19e siècle en Angleterre. Donc c'est pour insister sur le fait qu'il y a vraiment un enjeu à ne pas justement créer d'usine à gaz sur ces questions
d'assurance et de référentiels techniques de réemploi si on veut faire en sorte que ces pratiques continuent à se développer comme elles le font aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et peut-être que voilà, on peut passer, à un petit temps d'échange, si ça vous va. Merci, merci Hugo Topalov pour cet exposé très clair. C'est vrai que ça paraît presque simple hein, quand on voit la présentation. Alors, on a réservé un quart d'heure de questions. Dans la salle, y en a-t-il? Est-ce qu'il y a des doigts qui se lèvent? Oui, tout de suite. Oui, j'avais une toute petite question concernant le slide sur le pavé noir et bleu, sur la norme et la règle. Et dans la règle, le pavé noir, il y avait en bas le marquage CE des produits. On a dit qu'on ne devait pas déroger au cadre noir, mais en réemploi, on n'a pas de marquage CE des produits. Qu'en est-il? Alors, là, vous ouvrez une deuxième boîte de Pandore. Mais c'est vrai que c'est un sujet, qui n'est pas réglé déjà, c'est la première chose à dire. Puisque, en gros, le marquage CE, donc c'est ce qui permet à des fabricants de matériaux, qui les autorise en tout cas à fournir leurs matériaux sur le marché européen. Donc on touche pas que à la question des assurances et des normes, hein, on touche aux questions commerciales aussi. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, enfin en tout cas ça c'est, notre point de vue et celui qui commence à émerger aussi au sein du syndicat, c'est que le marquage CE évidemment, il n'est pas adapté aux produits de réemploi. Parce que les produits de réemploi n'ont pas vocation à repasser par un cycle industriel et à être retamponnés par un marquage après une batterie de tests, qui sont, usuellement faits dans l'industrie, hein, dans la fabrication du neuf. Et qu'en fait, il faudrait considérer et en fait, ce que je dis, ça vaut aussi pour les matériaux d'occasion de manière générale, hein. Parce que si on se pose cette question du marquage CE pour le réemploi des matériaux de construction et on peut se poser la même question en fait pour les jouets, pour les vêtements et pour le reste, qu'en fait, les matériaux, ils ont déjà été mis sur le marché une première fois, tout simplement, quand ils étaient neufs et que, les pratiques, de réemploi vont amener à composer avec du non standard et avec du non, certifié CE et je pense que c'est, encore un sujet sur lequel il faut bâtir un argumentaire, il faut dialoguer avec, les instances qui sont concernées et les instances concernées, c'est pas qu'en France, c'est aussi au niveau de l'Europe que ça se joue, puisqu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une réglementation, il y a une réglementation sur les produits qui est, à l'étude. Il y a un premier texte d'ailleurs qui a été, publié et qui se pose la question de l'encadrement des produits de réemploi, sur le marquage CE. Et nous, en gros, on a pu discuter avec, la représentante de la commission parlementaire qui s'occupe de cette loi avec le syndicat et globalement, c'est le message que je viens de vous dire qu'on lui a envoyé et on ne sait pas encore comment ils vont le prendre en compte, dans la réglementation, quoi. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de dire que les matériaux de réemploi, il n'est pas pertinent et pas souhaitable, surtout que les matériaux de réemploi, fassent l'objet d'un marquage CE. Pardon, un mini complément, c'est que ce qui se dit aujourd'hui avec les juristes, c'est Morgane Monet, Hugo, je ne sais pas si on se voit, mais tu nous vois. Bref, ce qui se dit actuellement avec les juristes, c'est que le marquage CE, il est lié à la mise sur le marché d'un produit et à la mise sur le marché initial. Et que dans le cadre du réemploi, les matériaux ayant déjà été mis sur le marché, a priori, le marquage CE n'est pas opposable. Donc, en tout cas, au moment où ils ont été mis sur le marché initialement, ils remplissaient les conditions de mise sur le marché européen. D'autres questions? Ah, ici, à gauche. Oui, à gauche. Bonjour. Donc, dans la présentation, vous avez parlé plusieurs fois de l'implication des entreprises aussi. Moi, j'ai une petite question, surtout par rapport au temps de projet. Ça veut dire que les entreprises, elles sont impliquées dès le début. Alors, ça veut dire qu'elles sont choisies très tôt? Ça dépend des cas de figure, mais disons que si on se place dans le cas le plus courant, qui est un cas loi MOP où vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre qui conçoit un projet et puis ensuite qui attribue un marché de construction à une entreprise, la question des assurances, comme je vous le disais, elle se pose dans ces termes-là. Première étape,
comment je fais en sorte que l'entreprise qui répond à mon marché puisse me prouver qu'elle est assurée pour le réemploi. Donc ça, dans le marché de travaux, il faut évidemment écrire et stipuler et décrire le fait qu'on va utiliser des matériaux de réemploi et demander à l'entreprise, alors pas forcément dans le rendu de son offre, mais au moins dans la phase de préparation de marché, qu'elle vous remette une attestation nominale de couverture des travaux en réemploi. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, menez votre chantier comme d'habitude, installer les matériaux de réemploi, les faire viser par le bureau de contrôle, etc. Et que l'entreprise puisse engager son assurance quand les travaux sont livrés sur les ouvrages. Après, vous avez d'autres cas, par exemple la conception-réalisation, qui pose plein de questions en soi, hein, mais au niveau du réemploi, c'est encore une autre configuration parce que l'entreprise, elle est embarquée dès la phase de conception avec le maître d'œuvre. Et là, c'est vrai que ça donne des leviers complémentaires, à la fois pour trouver des matériaux pendant les phases d'études et les intégrer à la faisabilité de votre projet, mais aussi sur le plan assurantiel et de la maîtrise des risques, pour, dès les phases d'études, pouvoir étudier la maîtrise des risques beaucoup plus concrètement avec des matériaux qui sont identifiés. Et ça, c'est par exemple ce qu'on a utilisé sur le premier cas de réemploi de charpente métallique que je vous ai montré et qui a permis d'aller au bout. Après, le réemploi, il y a vraiment plusieurs cas de figure, hein. Parfois, les matériaux, ils sont déjà identifiés dans le projet. Par exemple, si vous faites du réemploi sur site avec des existants, et dans ce cas-là, on se doute bien que ça va être beaucoup plus facile de caractériser les matériaux et de prévoir la question assurantielle et de maîtrise des risques par rapport à une configuration où vous construisez un bâtiment neuf, par exemple, ou en réhabilitation, et que les matériaux, ils vont être identifiés que pendant le chantier et fournis à votre entreprise. Et où là, en fait, il faut préparer un premier cadre de maîtrise des risques qui va dire quelles sont, finalement, très simplement, quelles sont les exigences obligatoires que vous demandez à vos matériaux. Et ensuite, au fur et à mesure que les opportunités de lot de matériaux se présentent, il y a un go ou un no-go selon que les palettes et les matériaux que vous avez à disposition remplissent les exigences minimales que vous avez exigées. Sachant que la philosophie, la technique pour maximiser l'intégration du réemploi, c'est lister que des exigences principales et auxquelles on ne peut pas déroger. Par exemple, sur les questions de performance technique. Mais par contre, sur le reste des exigences, par exemple la taille de vos carreaux de sol, l'épaisseur de vos carreaux de sol, la couleur, le calpinage, etc. Là, c'est vrai que ces pratiques-là, et je pense qu'on va en parler toute la journée, elles nous invitent à être un petit peu plus flexibles et à moins figer les choses. Donc, c'est vraiment que les exigences essentielles qu'il faut lister, quoi. Je rebondis sur cette question. Est-ce que le fait justement qu'il y ait d'une attestation pour les entreprises, est-ce que ça ne risque pas d'exclure les petites et moyennes entreprises? Et l'autre chose, est-ce que le fait de devoir passer tous ces tests, une fois qu'on cherche à trouver la matière, la fourniture au moment du chantier, avec tous ces tests, est-ce que ça ne rallonge pas considérablement les délais de chantier non plus? Enfin, je rebondis sur cette question en attendant qu'il y ait d'autres questions. De projets qu'on avait construits avec des matériaux de réemploi, quel était le nombre de projets où on avait dû faire des tests en laboratoire. Et sur ces 100 projets, il n'y en a que 11. Donc ça vous donne un petit peu une idée du pourcentage, enfin, en gros du nombre de cas de figure où on a besoin de faire des essais en laboratoire. En gros, quand on a besoin de faire des essais, c'est parce que soit on est sur des questions de sécurité des personnes, ça peut être des garde-corps, ça peut être de la structure, ça peut être aussi des questions d'étanchéité. Quand vous faites une couverture en tuiles, par exemple, là, c'est clair que les tuiles, la plupart du temps, enfin, après, c'est des projets de grande échelle, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de faire des tests, parce qu'en fait, les couvreurs, ils ont déjà toutes les compétences en interne pour évaluer la capacité des tuiles à remplir leurs fonctions. C'est juste un entrechocage pour la porosité et un petit maillet métallique pour les tissures internes. Ils font ça très bien. Mais sur des gros projets avec des maîtrises d'ouvrage publics, on a été amené à faire des tests. Donc, vous avez toutes les raisons qui sont, on va dire, techniques et liées à la sécurité des personnes qui amènent à faire des tests. Et les autres ensembles de raisons qu'on a tendance à oublier, c'est les raisons sanitaires. Par exemple, on réemploie des portes de cave d'un ancien bâtiment ou des portes d'appartement. Et il y a de fortes chances, dans beaucoup de cas, qu'il y ait de la présence de plomb. Le plomb étant interdit, il faut nécessairement faire des tests. Alors, ça peut se faire sur site. On peut aussi envoyer des échantillons au laboratoire. C'est beaucoup moins onéreux
et volumineux que des tests structurels, mais c'est hyper important de toujours avoir en tête les questions de risque sanitaire. Là, je vous parle du plomb, mais ça peut concerner des substances dangereuses, des pollutions ou d'autres choses comme ça, ou des métaux lourds, sans parler de l'amiante, évidemment, qui amènent à faire des tests. Sinon, dans les 90 autres cas de nos projets, on n'a jamais eu à faire des tests parce que, voilà, on avait soit les informations qu'il fallait déjà, soit en complément, une chaîne d'autocontrôle et d'action de l'entreprise qui était réalisée pour s'assurer que les matériaux allaient remplir les performances demandées. Donc, est-ce que ça coûte plus cher? En fait, c'est un peu une fausse question parce que si vous n'avez pas d'essai à réaliser, ce qui va coûter, c'est votre expertise réemploi, hein, donc c'est les missions d'élaboration de ce protocole et puis ensuite la réalisation, la validation de ce protocole sur le chantier qui va coûter des sous. Mais tout ça est à mettre en perspective en coût global, en fonction de tous les coûts de réemploi de votre chantier, ce que vous avez économisé, ce que vous avez dépensé. Et en fait, la question du protocole technique des assurances et des tests, je sais pas moi, c'est sur un budget travaux, je l'estimerais à maximum 5% dans les cas les plus ambitieux. Donc ça, c'est si vous faites des tests et donc voilà quoi. Enfin, je pense que c'est important de souligner que à chaque fois qu'on parle de prix, il faut mettre le prix de chaque action en perspective avec le budget global réemploi et mettre en perspective ce budget global réemploi avec le budget global du chantier. Et là, souvent, les discussions, elles se font pas sur les mêmes termes. Parce que quand vous discutez avec un maître d'ouvrage de dépenser un petit peu plus de sous dans le réemploi, mais que ça va représenter 1% du budget, alors que vous avez plein d'autres thématiques sur la thermique, sur l'isolation, sur les finitions intérieures, qui vont elles aussi amener le même genre de discussion, mais dans des échelles complètement plus importantes, et souvent, voilà, ça permet d'aller vers plus de réemploi tout simplement, quoi, et de relativiser un petit peu les coûts qui sont investis. Sans parler du fait que parfois, évidemment, on arrive à économiser de l'argent, hein, parce que voilà, les matériaux ils sont déjà sur le site et que les opérations de reconditionnement, elles sont limitées. Et donc, le résultat final, c'est un ouvrage en réemploi qui aura coûté moins cher qu'un équivalent neuf. Mais il faut que voilà, les conditions soient réunies, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut que les opérations de dépose et les opérations de reconditionnement, parce que c'est là où il y a les coûts les plus importants, elles soient limitées, quoi. Donc, c'est un raisonnement qui est à mener au cas par cas. On n'avait pas entendu la réponse sur les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des petites et moyennes entreprises qui risquent d'être exclues finalement de ce marché? Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 200 entreprises qu'on a visitées, donc qui sont actives dans le reconditionnement des matériaux et qui figurent dans l'annuaire Opalis que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est pratiquement toutes des TPE, donc des petites entreprises. Donc aujourd'hui, le constat, c'est ça, c'est que les vrais acteurs du réemploi, enfin vrais, ceux qui aujourd'hui reconditionnent en volume les matériaux en France, c'est des TPE. Il y a quelques PME, il n'y a pas encore des grandes entreprises, pas encore. Ça va probablement arriver à un moment. Mais aujourd'hui, c'est voilà, des entreprises qui ont une pratique qui relève, disons, beaucoup plus de l'artisanat que de l'industrie, quoi. On constate qu'il y a des processus qui sont un petit peu à cheval entre artisanat et industrie. Par exemple, pour les matériaux que je vous ai montrés, comme les radiateurs, les faux planchers techniques ou les parquets, où voilà, on a des chaînes semi-mécanisées qui se montent en place. Mais la plupart, c'est des petits artisans du bâtiment. Donc, dans les faits, c'est des pratiques qui sont portées par les artisans. Après, en tout cas, en termes de reconditionnement et de fourniture, pour les artisans côté pose et installation des matériaux, c'est une vraie question. À quel point la codification qui va être mise en place et les pratiques qui vont se développer vont freiner en fait le fait que des petites entreprises comme ça puissent intégrer des chantiers. Ça rejoint le dernier point hein, de ma slide finale qui est de dire que il faut pas être trop contraignant dans ce qu'on demande et il faut en rester au strict minimum. Et donc le strict minimum, pour beaucoup de cas, la plupart des matériaux du second œuvre, c'est des autocontrôles visuels, c'est tout, pour vérifier des performances. Je parle des menuiseries intérieures, je parle des sols, je parle dans les bâtiments de bureaux, des cloisons, des moquettes, des faux plafonds,
des parquets, etc. Tout ça, c'est des matériaux pour lesquels les performances, elles sont très faciles à vérifier et il n'y a pas besoin de faire des essais. Donc il faut que ces artisans, on arrive à les intégrer justement en demandant juste ce qui est nécessaire. Et demander ce qui est nécessaire, bah, en tout cas dans notre expérience, ça permet de faire accéder à ces marchés-là des petites entreprises. Et la plupart du temps, c'est soit des TPE, soit des PME, hein, qui sont actifs dans les chantiers de pose, de réemploi. Donc, après, voilà, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça soit aussi facile pour elles de poser des matériaux de réemploi que des matériaux neufs. Et ça va demander qu'il y ait une filière de fourniture qui se développe et qui soit assez solide pour livrer des matériaux qui soient juste prêts à la pose, quoi, très simplement, et que ces entreprises puissent continuer à faire leur métier. Mais je suis d'accord que c'est une question, mais enfin, je pense que voilà, c'est une question qui n'est pas forcément propre uniquement au réemploi, mais voilà, à l'ensemble des nouvelles pratiques qui se développent dans le milieu de la construction. Je pense notamment aux matériaux biosourcés, comme la paille, comme la terre ou ce genre de choses et que, voilà, quand on le regarde avec ce prisme, si on a des inquiétudes, ça va être les mêmes que pour ces autres filières, quoi. Donc pour moi, c'est plus des questions de marché, en fait, et de à quel point des gros acteurs, très bien armés, et très bien équipés, vont prendre le pas au détriment de plus petits acteurs qui sont, souvent à l'initiative aussi, faut le dire, hein, sur ces filières de réemploi, quoi. Question? On en prend encore une? Allez, je tire au sort. Bon, eh bien, merci beaucoup.